Au menu ce soir, une dernière semaine de travaux parlementaires avant une campagne électorale qui semble déjà commencer. Moment difficile pour une famille à Tikamek. Les travaux d'exhumation d'un bébé disparu il y a 53 ans ont commencé. Le Canada a une nouvelle gouverneure générale. Louise Arbour est entrée en fonction aujourd'hui et Patrick Bruel est détenu après de nouvelles plaintes. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table pour commencer cette dernière semaine de la saison, Victor, Catherine, Maude et Jacinthe. Bonsoir à vous quatre. Oui, dernière semaine avant la pause pour l'été. On commence avec les mots de l'actualité de Catherine et de Victor ce soir. Catherine huée. C'est tout chaud d'ailleurs, ça. Oui, parce que ce soir, c'était le troisième match de la finale de la NBA à New York, au Madison Square Garden. Donald Trump était présent sur place et on a joué l'hymne national. Et pendant l'hymne national, il y a eu une prise de vue où on voyait Donald Trump faire un salut militaire. Et finalement, il y a eu une traînée de huées au sein du Madison Square Garden. Victor, panne. Oui, malheureusement, une autre panne informatique, cette fois-ci qui touche la région de Laval et de la Naudière. On a appris ce soir qu'il y a une panne du réseau qui touche l'ensemble de ces régions-là. Et d'ailleurs, on recommande du côté de Santé Québec de ne pas aller à l'urgence de la Cité de la Santé, à moins que ce soit essentiel. On a de la misère avec nos systèmes informatiques et là, dans un déploiement du dossier santé numérique, c'est plutôt inquiétant. Alors oui, panne informatique. Et bien, il est mieux de ne pas avoir de panne à l'Assemblée nationale cette semaine parce que c'est la dernière semaine des travaux parlementaires et il y a du pain sur la planche. Le rythme s'accélère. Les projets de loi, on en parlait la semaine dernière, déposés. Il y a des annonces qui se multiplient également, les présentations de candidats également. Parce que même si l'été n'est pas encore commencé, les différents partis ont déjà les yeux rivés sur les élections d'octobre. Résumé, Laurence Royer. C'est un travail colossal qui attend les parlementaires cette semaine. Il y a encore de nombreux projets de loi sur la table et ils ont jusqu'à vendredi pour les faire adopter. Pour vous donner une idée, aujourd'hui seulement, il y a l'étude détaillée de 5 projets de loi qui se sont déroulés simultanément et ça va se poursuivre demain. On espère encore pouvoir adopter notamment le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, la loi Gaby-Renault, la loi sur l'hospitalisation forcée des personnes dont la santé mentale représente un risque, le redécoupage de la carte électorale également. Et il y a aussi le projet de loi qui vise à interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans qu'on veut adopter. Le projet de loi qui a été déposé vendredi dernier et il y a des consultations qui sont prévues demain à ce sujet. Là, on regarde le volume pour les consultations. La rétroaction que j'ai, c'est que ce ne sera pas simple. Mais donnons-nous la mission d'en réussir 5 qui sont essentiels ou qui sont des bénéfices immédiats pour la population. Mieux vaut, qui embrasse trop mal étreint, là, on est mieux de se concentrer et d'en réussir certains que d'essayer de toutes les faire. Et autre signe que la session parlementaire tire à sa fin et que les élections approchent, les annonces de candidats se multiplient. Il y a le PQ qui a tenu un point de presse aujourd'hui pour annoncer une candidature à l'investiture dans la circonscription de Verchères. Il s'agit de l'ancien directeur des communications de la SQ, Guy Lapointe. Et il n'est pas le seul. Seulement depuis vendredi, on a reçu pas moins de 6 communiqués de presse de la part du Parti québécois pour annoncer soit des candidats à l'investiture ou soit des candidats qui ont remporté l'investiture dans leur circonscription. On est pas mal tous en campagne électorale, si on est honnête, là. Le rythme d'investiture au Parti québécois s'accélère et il y en aura cet été. Donc, la vie du parti ne s'arrête pas parce que c'est l'été. Je pense qu'on a quand même tous hâte à ce qu'une élection permette de débattre des questions de fond. Il faut dire que le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec ont également présenté des candidats dans les dernières semaines. Du côté de la CAQ, ce qui retient davantage l'attention, c'est les annonces de députés qui ne se représenteront pas pour les prochaines élections. C'est ce qu'a fait remarquer d'ailleurs le PQ la semaine dernière en pointant du doigt l'effet fléchette. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Bon, Victor, justement, pourquoi la CAQ semble prendre son temps pour dévoiler de nouveaux candidats? C'est clair qu'il y a d'abord un effet de la campagne à la chefferie qui, justement, a retardé un peu ce type de recrutement-là. Aussi, les députés qui vont partir, on leur a donné le temps de décider. Je pense aussi qu'il y a une certaine stratégie à dire on va finir la session du côté de la Coalition Avenir Québec pour ensuite tomber en mode préélectoral. Donc, une scission entre les étapes qui n'est pas nécessairement mauvaise dans le cas d'un parti au pouvoir. Catherine, Guy Lapointe, c'est une bonne décision, une bonne
une bonne prise, en fait, pour le Parti québécois? Oui, absolument, parce que c'est quelqu'un qui a été très important pour la Sûreté du Québec, qui a travaillé pour le BEI, qui a travaillé sur des grosses enquêtes aussi. Clairement, un candidat qui est ministrable et qui vient du comté de Verchères, donc qui appartient au comté, donc qui connaît les électeurs. Fait que c'est tout ce qu'un parti peut rêver. Jacinthe, tu t'attends à ce qu'il devienne ministre si le PQ prend le pouvoir? Oui, certainement. Il a une bonne crédibilité et il représente toutes les préoccupations des Québécois à l'égard de l'ordre, la justice, la loi, la sécurité publique aussi. Donc, il va rassurer à la fois ses électeurs, mais probablement aussi des électeurs d'autres partis qui vont y voir une grande crédibilité. Donc, prise intéressante pour le PQ. Bon, maintenant, Christine Fréchette qui a annoncé aujourd'hui un prêt de 3 millions de dollars pour aider à la relance de l'usine de meubles Bestar de Lac-Mégantic. Maude, est-ce que le gouvernement a bien fait de venir en aide à cette entreprise-là, selon toi? Bien, c'est à partir du moment où, quand il y a un investissement, on sait que ça sauve 150 emplois. J'ai de la misère à être contre. Mais par ailleurs, les autres entreprises pourraient dire, les autres entreprises concurrentes, par exemple, pourraient dire, bien, pourquoi eux et pas nous? Donc, est-ce que ça peut ouvrir la porte à d'autres investissements? Mais on sait que le gouvernement Legault, particulièrement depuis que Mme Fréchette est là, soutient beaucoup les entreprises d'ici. Donc, je trouve quand même que c'est une belle nouvelle. Rapidement, tu t'attends d'autres annonces du genre, Jacinthe? Oui, probablement. Christine Fréchette s'est positionnée à l'égard en faveur des PME, donc elle va sûrement vouloir en aider d'autres. Bon. Maintenant, une étape importante est franchie pour la famille de Loreana Echaquan. Les travaux d'exhumation pour retrouver le bébé à Tikamek ont commencé aujourd'hui. L'enfant est disparu après un séjour à l'hôpital de Joliette il y a 53 ans maintenant. C'est un moment difficile pour les proches, mais essentiel dans leur quête de vérité. Reportage, Marie-Claude Paradis-Desfossés. Jour J pour les proches de la petite Loreana Echaquan, un bébé à Tikamek, admis à l'hôpital de Joliette en 1973, porté disparu depuis ce temps-là. Aujourd'hui, les travaux d'exhumation du petit camp commencent. Vous voyez ce site derrière moi, c'est un des 4 sites identifiés au cours des 2 dernières années. Alors la famille a plus que jamais espoir de la retrouver et surtout de la ramener à Manawan. C'est une grosse journée pour moi, une grosse journée. Puis ça a été dur. Quand j'ai vu les chapiteaux tantôt, quand je suis arrivée, j'ai pleuré. Puis là, j'ai dit, c'est dur, on est rendu là. On a été à la cour à la fin avril pour faire autoriser l'exhumation. On va y aller comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on soit en mesure de retrouver des petits ossements, là. Ce terrain de soccer était à l'époque un champ de maïs. On est pourtant à 2 pas du cimetière. C'est la coroner Jeanne Kamel qui supervise les travaux d'exhumation de la petite Loreana Echaquan de Manawan, la même coroner responsable de l'enquête sur le décès de Joyce Echaquan, une femme à Tikamek qui était morte dans des circonstances troublantes à l'hôpital de Joliette. En combinant les résultats des chiens et des géoradars et aussi le témoignage de la famille, c'est comme ça qu'on a identifié les 4 secteurs. Ça se peut-tu qu'il y ait d'autres enfants qui auraient été mis là, puis on ne le sait pas? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Loreana est à quelque part ici. Si on trouve Loreana, il faudrait qu'on recommence, nous autres, pour faire des recherches encore. J'en ai 2 sœurs encore de plus, là. Si on trouve des ossements, le petit corps va être transporté à Montréal, au laboratoire des sciences judiciaires puis de médecine légale pour faire des tests d'identification. Si on a une identification positive, à ce moment-là, Loreana va être ramenée à Manawan dans sa communauté pour être inhumée avec les siens. Les travaux d'exhumation de Loreana Echaquan sont autorisés pour une période de 3 semaines, avec possibilité d'étirer si besoin. Sont-ils proches du but? Un petit peu, oui. À Joliette, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Oui, Catherine, ce sont des moments, on l'imagine, extrêmement difficiles pour ces proches-là. Oui, parce que je pense que la pire chose, c'est ne pas savoir ce qui est arrivé avec le corps. Et la famille est restée dans le doute pendant une très longue période de temps. Moi, je veux souhaiter qu'il y ait paix au sein de cette famille. Je sais que les parents sont décédés, mais quand même, il reste sa sœur. Je pense que c'est important de retrouver le corps.
Ça nous rappelle, Maude, le mauvais traitement dont les Autochtones ont été victimes. Tellement d'injustice puis d'iniquité. Aujourd'hui, ça serait inacceptable de penser en 2026 qu'un bébé est envoyé dans un hôpital, que pendant des semaines, des années, on n'a plus de nouvelles puis on ne sait pas ce qui est arrivé. Ça n'a aucun sens. La seule chose qui me rassure un peu, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on fait un petit peu plus la lumière. Puis justement, on veut essayer de comprendre puis on prend des démarches pour ça. Donc, au moins, on est en train de faire quelque chose. Jacinthe, l'État doit permettre, en fait, aux familles d'avoir des réponses, faire tout le nécessaire. Oui, bien, l'État montre son sérieux en effectuant ces démarches et en multipliant ces démarches aussi parce qu'on sait que c'est la 5e tentative de retrouver les ossements du bébé. Alors, on démontre beaucoup de sérieux là-dedans. Victor Laloy, est-ce qu'on devrait, en fait, élargir cette loi-là en ce moment pour... C'était l'engagement à l'adoption. Le ministre Lafrenière avait à ce moment-là dit que c'était une première étape, mais il y a toute la question des pensionnats. Donc, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, cette loi devra être élargie. Les oppositions avaient proposé que ce le soit tout de suite. On a décidé de le faire par étapes, mais ce sera certainement un enjeu dans les prochaines années. Il y a 129 demandeurs et demanderesses pour 221 enfants en ce moment, et c'est seulement le réseau de la santé. Donc, c'est vraiment la pointe de l'iceberg qu'on se voit en ce moment, malheureusement. Oui, puis on pense à ces familles qui vivent avec ce manque de réponse depuis si longtemps. Louise Arbour est officiellement devenue la nouvelle gouverneure générale du Canada. Ce matin, l'ancienne juge à la Cour suprême et haute commissaire de l'ONU est la 31e personne à occuper ce poste. Elle a été nommée par le premier ministre Mark Carney le mois dernier. Dans sa première allocution, la représentante de la Couronne a lancé un message d'espoir et d'unité aux Canadiens. Elle s'est aussi adressée aux plus jeunes générations. Louise Arbour s'est ensuite rendue au monument commémoratif de guerre, sa première activité officielle dans ses nouvelles fonctions de gouverneur général et de commandante en chef. Et ne sous-estimez pas la chance que vous avez de grandir ici, même si vous êtes préoccupé à juste titre par les grands enjeux de notre époque, la santé de notre planète, la distribution inéquitable de la richesse et la violence des conflits armés. Parlons de son discours aujourd'hui qui était attendu et qui est analysé, bien sûr. Maude, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans son discours? En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a rappelé quelque chose d'essentiel, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans une démocratie où est-ce qu'on ne peut pas débattre. On a besoin d'endroits pour débattre intelligemment, pour s'obstiner, comme justement sur les tribunaux, les universités, les assemblées, mais aussi dans les médias, exactement ce qu'on fait aux débatteurs. Ne pas être d'accord, puis se parler, mais en se respectant. Exact. En ouvrant les horizons. Jacinthe, tu as apprécié particulièrement son appel à la rigueur et à la vérité? Oui, absolument, parce que, bon, dans cette époque où les informations sont partout, mais en même temps, comment faire la distinction entre le vrai du faux et multiplier ces sources d'informations. Alors, j'ai particulièrement apprécié ce message à l'égard de faire la distinction entre l'information et d'autres choses. Les faussetés. Il y avait tout un événement autour de ça avec des prestations musicales. Tu as aimé le choix artistique de la cérémonie? Oui, il y avait Sarah Dufour qui a chanté une pièce des Cowboys fringants. Je trouvais que c'était audacieux puis c'était vraiment un bon choix. Et il y avait Tyler Shaw, qu'on connaît moins aussi, qui a chanté une pièce. Mais je trouve ça... Le choix de Sarah Dufour, pour moi, je trouve ça hyper rafraîchissant pour ce genre d'événement-là. Bon, il y a Jean Chrétien qui a déclaré aujourd'hui que la nomination de la gouverneure générale sortante, Mary Simon, avait été une erreur. Victor, est-ce que tu es d'accord avec M. Chrétien? 100 d'accord. Une gouverneure générale représente le Canada, doit donc parler de langue officielle, point final. Et je pense que c'est un débat qu'on n'aurait jamais dû avoir. C'est une nomination qu'on n'aurait jamais dû faire en sacrifiant une des deux langues officielles au nom de quoi que ce soit. Espérons que ça ne se reproduise pas. Alors, début de mandat de Mme Arbour. Maintenant, il sera beaucoup question du recul du français au Québec lors de la prochaine campagne électorale, surtout à Montréal, où les francophones représentent maintenant moins de 50 de la population de l'île. Dans le cadre des 37e Franco qui s'ouvrent vendredi à Montréal, il y a une nouvelle initiative qui a été lancée. Montréal, faites du bruit, qui vise en fait à donner davantage de place à la musique francophone dans les médias, sur scène et pourquoi pas dans les commerces. Est-ce qu'on devrait obliger les commerces à diffuser de la musique uniquement francophone? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. Et n'oubliez pas de commenter également. À venir à l'émission, serrez vos boyaux. Il y a des villes comme Saint-Hyacinthe qui ferment le robinet pour l'arrosage des pelouses. On vous donne les détails dans un moment. Arroser
son gazon. Ça peut sembler anodin, mais derrière ce geste banal se cache une réalité préoccupante. Parce que l'eau potable, c'est une ressource sous pression qu'on tient trop souvent pour acquise. Certaines municipalités de la Montérégion ont décidé de frapper fort en interdisant l'arrosage des pelouses. Reportage, Sabrina Rivet. L'interdiction d'arrosage des pelouses s'appliquera désormais durant les mois de juin, juillet et août dès cet été. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour certains citoyens de Saint-Hyacinthe. Puis 3 mois, c'est beaucoup, là, ce qui me paraît abusif. Depuis plusieurs années, la Ville lutte pour éviter les surcharges à l'usine de filtration d'eau. L'été, c'est la période où la rivière Yamaska est à son plus bas niveau. Deuxièmement, c'est que la production de l'eau, ça a un coût. Ça coûte énormément cher, produire de l'eau. Et un des bémols, c'est que la municipalité de la Montérégie vend de l'eau à 6 municipalités et pour certaines de ces villes, il n'y a pas d'interdiction totale d'arroser pendant les mois de juin, juillet et août. On est en train de regarder avec eux, pourvu qu'on leur fournit de l'eau, de leur demander d'avoir les mêmes règlements qu'à Saint-Hyacinthe. Et il y a de plus en plus de municipalités qui emboîtent le pas, notamment à Saint-Laurentide depuis le 1er juin. Il est strictement interdit d'utiliser l'eau de l'aqueduc pour l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines ou des spas. La situation que nous vivons a été causée par le développement effréné qui a connu la ville. Du côté de Vaudreuil-Dorion, bien l'arrosage est carrément interdit toute l'année. Depuis le 1er janvier 2026, le règlement interdit l'arrosage manuel, mécanique ou automatique d'une pelouse avec de l'eau potable, et ce, en tout temps. On a tout essayé, hein. C'est sûr que politiquement parlant, c'est pas un règlement qui est très bien reçu, mais c'est pour ça qu'on a pris la décision, nous, à cause des objectifs du gouvernement qu'il faut rencontrer, on a décidé d'économiser l'eau potable. On a mis en place au gouvernement du Québec un modèle de règlement où est-ce qu'on vient encadrer l'arrosage, parce qu'avant, c'était un peu bar open, le symptôme du gazon vert. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on va être plus efficace. Puis pour être plus efficace, mais ça fait partie des stratégies. Il y a des villes, Saint-Hyacinthe, mais il y en a beaucoup d'autres au Québec qui sont aux prises aussi avec soit leurs infrastructures ou soit au niveau de leurs sources en eau sont limitées. Accroissement de population, crise de logement bien exacerbée et aussi, évidemment, changement climatique. Oui. On sait combien qu'on paye pour notre hydroélectricité. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on paye pour nos services en infrastructure en eau. Ouais. Et ça, c'est un enjeu parce qu'on a une grande apparence de gratuité. Regardez mon puits. Et puis, donc, je paye l'eau de la ville, mais je suis autonome. Je n'ai pas d'inquiétude. Moi, mon gazon va être vert. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet, pour Nouveau Info. Bon, qu'est-ce que tu en penses d'une bonne chose de s'attaquer au culte du gazon vert? Tellement. Comment ça se fait qu'on associe encore un gazon vert à mener une bonne vie, avoir une bonne vie? Je comprends pas. Moi, j'ai un voisin à Montréal, dans le quartier Antique, pour ne pas le nommer, qui arrose son gazon du matin au soir. Je l'ai surpris l'année passée. C'est effrayant, là, son petit bout de gazon. Puis là, il part travailler. Moi, je suis en télétravail, puis je vois ça. Ça me fait... Je déteste, j'hallucine. Ouais. Je comprends pas. Parce que l'eau, ce n'est pas une ressource inépuisable. Non. Victor. Surtout pas l'eau potable, parce qu'il faut le préciser, on parle ici d'une eau qui coûte de plus en plus cher. Les stations d'épuration doivent être mises à jour. Intéressant, dans le cas de Saint-Hyacinthe, un des enjeux principaux, c'est la capacité justement de la station de pompage. Ils sont à plus de 90 de capacité lorsqu'il y a une surconsommation d'eau. Donc, on doit s'assurer de mieux contrôler la consommation d'eau. On devra certainement trouver des solutions aussi pan-québécoises à cette situation-là. Ouais. Jacinthe, est-ce que tu penses que les villes devraient faire plus qu'interdire l'arrosage? Oui, là, il faut regarder la source des problématiques et dire remettre à niveau les infrastructures pour être capable de répondre à la demande, d'autant plus que la démographie est toujours en croissance. La Terre est de plus en plus peuplée. On veut donc, si on veut répondre à toute la demande, il faut anticiper puis mettre à niveau les infrastructures. Donc, entretenir, sensibiliser également. Les compteurs d'eau, ça pourrait changer les choses et les habitudes des gens. Catherine? Oui, si tu payes à l'utilisation, habituellement, c'est un assez bon frein pour pas arroser ta pelouse. Bon, ça sensibilise. Ou ton asphalte. Ou à peu près tout ce que tu veux arroser. Là. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Ben oui, écrivez-moi. Vous voyez mon adresse apparaître à l'écran. Parlons de la saga du chanteur Patrick Bruel. Il a été arrêté ce matin à Paris. Le bureau du procureur a annoncé qu'il doit être interrogé au sujet de 13 présumées victimes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu 2 nouvelles plaintes pour viol qui ont récemment été déposées contre lui. Dans la foulée des accusations, il y a une partie de sa prochaine tournée, en fait, de 67
de cet artiste de 67 ans qui a été annulé, dont des concerts qui étaient prévus au Québec, vous savez. Patrick Bruel continue en ce moment de nier tous les faits allégués. Alors, c'est quand même un revirement important aujourd'hui. Maude, est-ce que tu as été étonnée d'apprendre qu'il soit mis en garde à vue du côté de Paris? Pas du tout. Faut pas oublier là, qu'il y a une trentaine de femmes qui ont accusé Patrick Bruel. Il y en a 13 qui ont porté plainte officiellement, puis il y a plusieurs enquêtes en cours. Donc, un garde à vue, c'est 48 heures. Ils vont l'interroger. On va voir ce que ça donne. Mais je trouve ça toujours intéressant qu'on ait le réflexe collectif de plutôt vouloir excuser l'homme connu plutôt que d'écouter la parole de 30 femmes. Donc, dans des témoignages avec des choses qui se recoupent, là. La pression sur le chanteur, Catherine, s'accentuait vraiment de semaine en semaine, de jour en jour. Oui, elle était immense. Il y a eu annulation de concerts ici au Québec, mais aussi en France. Et ça vient de la société de production de Patrick Bruel. Il y a eu l'arrêt aussi de sa pièce de théâtre, deuxième partie, qui était présentée au théâtre Édouard VII. Alors, à chaque fois qu'il y avait une action qui était posée, bien, la pression se mettait à gonfler. Et là, c'était vraiment l'étape que tout le monde attendait. Il y a un grand soulagement présentement auprès des victimes parce qu'on voit qu'il y a une action concrète qui est posée. Tout ce qu'on veut, évidemment, dans ce genre de situation-là, c'est d'être cru et qu'il y ait une résultante à cette garde à vue. Alors, il y a beaucoup d'avocates, justement, qui représentent les victimes, qui se sont exprimées aujourd'hui dans la presse en disant que, justement, ce soulagement était collectif. Ouais. Et c'est quand même des grands noms. Là. Il y a Daniela Elsner. Il y a des gens connus qui ont porté plainte. Oui, Daniela Elsner, c'est la directrice générale d'Unifrance, qui est l'organisme qui représente le cinéma français à travers le monde. Et elle a porté plainte 30 ans plus tard, elle avait absolument plus rien à perdre. Même sa crédibilité aurait pu y manquer. Puis je pense qu'aujourd'hui, elle est très soulagée. Là. Bon, là, il est en garde à vue. Bien sûr, il faut que le travail policier se poursuive. Puis avec ce qu'on entend, c'est important qu'il y ait des enquêtes là, approfondies sur ces dossiers-là. Oui, pour mettre la lumière sur les faits. Faire ressortir les faits, s'assurer qu'on s'en va vers un procès, possiblement, dans un vrai tribunal plutôt que le tribunal populaire, parce que c'est souvent ce qui arrive, là. On passe au tribunal populaire. Et ça donne un bel exemple aussi à l'ensemble des hommes actuels de ne pas profiter de leur statut de vedette pour s'octroyer des droits qu'ils n'ont pas. Est-ce que tu t'attends, toi, Victor, qu'il y ait d'autres victimes qui portent plainte et qu'il y ait un effet boule de neige? Oui, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres victimes. Oui. Ce qu'on voit, c'est la durée sur laquelle les événements se sont déroulés est extrêmement longue. Là, quand on parle de pattern, et t'en parlais, moi, dans cette tendance qu'on a, qui est en train de changer, justement, de donner le fardeau de la preuve aux victimes. Espérons que ce genre de situation permette, justement, de changer les choses. Voilà comme on a vu l'actualité du jour à vos cellulaires, tablettes. Place au grand débat. On va parler de la musique dans les commerces. Est-ce qu'elle doit être en français? Le débat commence dans 30 secondes.